Alors, je m'appelle Stéphane Paterakia. J'ai été intéressé par ce métier dans ma jeunesse, car je montais à cheval chez M. Jeune Sapet, qui avait le manège de Bardonnay, dans les années 75. Et puis, j'avais vu une exposition du musée d'ethnographie sur Auguste Zoller, qui était un maréchal ferrant à Dardagny. Je crois que l'exposition, c'était en 78. Et j'avais été intéressé par tout ce côté artisanal, le contact avec les chevaux, la forge, le travail du fer. Et je voyais les maréchaux qui venaient faire au manège à Bardonnay quand j'allais prendre les cours le jeudi. Et ça m'était resté dans un coin de la tête. Et après, j'ai commencé le collège jusqu'en 84, j'ai fait le collège de Saussure. Et comme j'ai doublé ma deuxième j'avais dans l'idée d'arrêter le collège en deuxième et de commencer éventuellement un apprentissage de maréchal ferrant. Et j'ai quand même réussi ma matu, je suis arrivé au bout du collège sans savoir trop quoi faire. Donc, une matu, c'est bien joli, mais ça ne vous apprend pas un métier ni à travailler. Et j'avais envie de faire un métier artisanal, si possible dans le milieu du cheval. Donc, je suis allé de 84 à 87 à l'école de maréchalerie de Bruxelles, qui était la seule école proposée à Genève, à l'Office d'orientation professionnelle. La seule formation, en fait, en dehors d'un apprentissage conventionnel chez un patron, mais à 19 ans, je n'avais pas tellement envie de commencer un apprentissage. Donc, je suis allé à Bruxelles 3 ans. J'ai eu mon diplôme de maître maréchal ferrant. Ensuite, sachant qu'une fois dans ce métier, je serais un peu coincé par ma clientèle, vu que c'est un métier où on doit reférer les chevaux tous les 2 mois, c'est tout un planning à tenir. Et j'avais envie de voyager, donc j'ai acheté une vieille Land Rover qui est là à côté, qui a 60 ans cette année. Je suis parti en Afrique quelques années. Et en 91, à mon retour, j'ai décidé d'essayer de me lancer, de m'installer sérieusement. Donc ça fait 30 ans l'année passée que j'exerce dans la commune. Et au début, j'ai eu de la chance d'avoir rapidement pas mal de clientèle. Parce qu'il y avait beaucoup de chevaux sur la commune, au manège des Vordes, à Troinay, au manège de Bardonnay, à Lully, Cesnauve, un peu dans le coin, Plan-les-Ouates. Donc j'ai eu pas mal de chance. Et après, c'est un métier quand même très dur, où après il faut savoir se calmer un peu, parce que le physique ramasse beaucoup. Et ensuite, actuellement, j'ai quand même beaucoup moins de clientèle, je travaille un peu à mi-temps, et ça va très bien comme ça. C'est un métier où il faut avoir la sagesse de ne pas vouloir tout y bouffer, pas vouloir en faire trop, parce qu'au début, les clients veulent toujours qu'on intervienne rapidement. À l'époque, il n'y avait encore pas de téléphone portable. On écoutait nos petits répondeurs le soir à la maison, on faisait notre planning, les gens nous suppliaient. Maintenant, il faut être très réactif. Le week-end, des fois même le soir, si un cheval s'arrache un fer, ou ci, ou ça devient très prenant et c'est très dangereux pour sa santé aussi, pour le moral, toujours courir dans tous les sens. Donc, il faut y prendre avec philosophie et puis savoir s'arrêter, entre guillemets, au bon moment, avant qu'il soit trop tard. En 2005, d'ailleurs, j'ai fini aux urgences à l'hôpital en hélicoptère. C'est un métier très dangereux également. C'est aussi la beauté du métier, c'est que c'est jamais 2 fois pareil. Parce qu'un cheval, il peut, même si on le connaît bien, pour X raisons, il a un caractère, c'est un animal vivant, une sensibilité très, très réactif.
faut toujours être un peu, pas sur ses gardes, mais toujours être prudent, essayer d'avoir une certaine communion, une certaine un feeling. Alors c'était début 2005, au manège de Prozinge. Je fais avec mon apprenti de poney ordinaire, de club, et sans raison apparente, celui que ferait mon apprenti m'a envoyé des coups de pied dans ma direction. Moi, j'étais en train de terminer les sabots arrière de le poney d'à côté. Bon, c'est ce qu'on m'a raconté parce que je me rappelle de rien. Et apparemment, j'ai reçu 3 coups de pied dans la tête. Et j'ai roulé dans la cour, un peu dans la boue. Heureusement que Madame Chalère, son mari étant Philippe Chalère, qui a beaucoup d'hôpitaux à Aulnay, de cliniques, donc elle connaît un peu le milieu médical. Elle a tout de suite appelé l'hélicoptère qui a atterri à l'école d'horticulture qui est de l'autre côté du manège. Et je me suis réveillé aux urgences avec la boîte crânienne pétée, un œil qui pendait. Et après, on m'a ouvert au-dessus de la mâchoire pour aller réparer la boîte crânienne derrière l'œil. On m'a mis un peu du titane, des vis un peu partout. Et puis 3 mois après, je suis retourné ferrer au même endroit. Dans les mêmes conditions. C'est ça le charme du métier. C'est que nous, on n'en parle pas dans les journaux. Si un ouvrier tombe dans un échafaudage, ça fait un article dans la tribune. Si un maréchal se fait tuer, bah, il y en a un autre qui le remplace. Un peu comme à la guerre de 14. Et il y avait un jeune homme qui était en stage depuis le lundi, donc c'était son 2e jour de stage de Bernay, un adolescent pour apprendre un peu, faire une formation pour voir le métier. Lui, apparemment, c'est la police qui l'a ramené depuis Prozinge à Meignier parce qu'il était en état de choc et puis j'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Je pense que ses parents l'ont dissuadé de continuer dans le milieu. Ben, Henri Eva, moi je ne connaissais pas tellement du fait que j'ai fait la formation en Belgique et ça m'arrivait de temps en temps d'aller lui acheter des fers pour faire moi-même quelques premiers clients. Et c'est lui qui m'a contacté, ça devait être en peut-être 92 ou 93. Il avait déjà passé 70 ans, peut-être 72 ans. Et il avait surtout, il avait 1 ou 2 ouvriers qui intervenaient dans une clientèle sous le canton avec des camionnettes ateliers. À l'époque, il n'y avait pas encore les forges à gaz comme j'ai dans la voiture. Donc chaque manège avait un local qu'on appelait la forge avec une grosse enclume qui disposait dans chaque manège. Il avait son matériel, sa forge à charbon, sur laquelle il branchait un petit moteur électrique portatif pour allumer chaque fois son charbon pour pouvoir ferrer à chaud, forger ses fers, ajuster comme il faut. Et il a un ouvrier qui avait des problèmes de santé, qui avait passé déjà la soixantaine, donc durant la convalescence de son ouvrier, moi j'ai commencé à ferrer pour lui, principalement au manège des Vortes, pendant peut-être 1 année. Et lui, des fois, il me rejoignait avec un ouvrier, et on ferrait côte à côte. Lui, il ferait donc ce qu'on appelle à la française, avec un teneur de pied qui lui tenait les sabots. Donc lui travaille en face, à genoux, légèrement courbé. Et moi, je ferais mes chevaux de mon côté, parce que l'atelier à Évorde est très, très grand, très vaste, très bien équipé. Et ensuite, Évar, l'ouvrier, est parti en retraite et Évar a arrêté aussi pour des raisons de santé. Il a arrêté toute sa clientèle équine de maréchalerie. Donc après, je le revoyais fréquemment au Café Babel où il mangeait fréquemment avec sa fille. Et puis, j'ai eu quelque part de la chance que moi je commence un peu au moment où lui était sur sa fin de carrière, quoi, ce qui m'a permis d'avoir une clientèle fidèle et stable au manège des Vortes chez les frères du Rafour, entre les, chevaux de manège, les chevaux de privé particuliers.
plus quelques chevaux qu'ils élevaient ou qu'ils importaient pour la vente et le commerce. Oui, le père Évard, je l'ai connu, je le voyais dans sa cuisine avec sa femme le soir quand je repassais le soir pour lui noter les chevaux que j'avais ferrés ou à l'atelier comme ça ou à son bureau. Je trouvais assez speed, assez sec, assez rigolo. Toujours en train de gueuler, en train de grogner. Je me souviens qu'il avait un téléphone avec un pied pivotant sur son bureau. Alors il mettait le haut-parleur, puis il se mettait debout sur sa chaise et il hurlait sur son téléphone, en disant « Ça va !» et puis j'avais aussi quelques clients à l'époque qui allaient ferrer directement dans sa cour à Lancy. Et il n'aimait pas du tout aller là-bas parce qu'il y avait toujours du bordel un peu partout, du bruit, de la ferraille qui traînait dans tous les coins, des pièces agricoles. Donc les chevaux étaient un peu sur la défensive. Vous savez, c'est un personnage. Ah, c'est un vaste sujet. On passe du temps d'Henri. C'est encore une équitation, comment dirais-je, agricole ou de transport. Moi, honnêtement, j'aurais préféré travailler à cette époque-là, parce que les gens qui avaient des chevaux, c'était vraiment ce qu'on appelle des hommes de cheval ou des gens de chevaux, soit par l'agriculture, soit par l'armée, parce que beaucoup avaient été officiers ou dragons dans la cavalerie, soit des transporteurs qui travaillaient avec les chevaux, comme même Sauvin Schmitt, qui avait encore des forges et des chevaux à la praille. Et en plus, à l'époque, c'était les premiers fers industriels. Comme nous, on a appris à l'école en Belgique, on forgeait nos fers de toutes pièces avec des barres de différentes sections, suivant la grandeur du sabot. On mesurait le sabot, on allait couper notre barre de fer, et ensuite on fabriquait le fer de différentes sortes, de A à Z. Donc il fallait maîtriser tout un savoir de forge, toute une maîtrise, et qu'actuellement, hélas, ça se perd beaucoup, parce qu'il y a même des maréchaux qui n'ont même pas d'atelier, qui se contentent plus ou moins d'adapter un fer industriel. Ce qu'on a toujours dit, il ne faut pas adapter le fer, il ne faut pas adapter le sabot au fer, il faut adapter le fer au sabot. Donc après, c'est tout un œil, parce que c'est tout un métier, on ne travaille pas avec des pieds à coulisses, des réglettes. Normalement, quand on imprime dans notre tête la forme d'un sabot, on va préparer notre fer. Il faut que ça colle parfaitement. Mais toute cette équitation, dans les années du Père Évard, il n'y avait pas beaucoup de cavaliers, à part des bourgeois. Lui, il ferait beaucoup chez des banquiers, des Pictet, des Turrettini, des Brunswick, des gens qui avaient encore un certain respect, qui vous invitaient à manger, qui vous amenaient le café avec un petit plateau, même un verre de gnôle pour certains ouvriers. Maintenant, honnêtement, les clients, des fois, on ne les voit pas. J'ai certains clients que je n'ai même jamais vus. Il y a tout un contact humain qui s'est perdu. Tandis qu'avant, hein, comme il n'y avait aussi pas beaucoup le tout début des voitures ateliers, les maréchaux, les gens étaient obligés d'amener les chevaux à la forge. À Bardonnay, il n'y en avait pas, mais du temps de mon arrière-grand-père ou de ma grand-mère, ils amenaient les chevaux à Perly, d'autres à Lancy. Monsieur Sapé, il les amenait, il prenait plusieurs chevaux en main. À ses débuts, il les amenait à Soral, parce que le maréchal demandait un peu moins cher. Et avant, les chevaux travaillaient. Donc, Henri Évard me disait que les chevaux, les laiteries réunies, il les ferait tous les 15 jours. Tellement ils usaient les fers en ramassant toutes les bailles de lait des régions tous les jours. Tandis que maintenant, honnêtement, il y a
Une bonne partie, voire les trois quarts des chevaux à Genève, ils n'auraient même pas besoin d'avoir des fers au sabot, vu que les gens ne sont de moins en moins cavaliers, ils tournicotent comme ça autour du manège, donc ils n'usent pas tellement les fers. Malgré tout, on est quand même obligé de referrer les chevaux tous les 2 mois à cause de la croissance de la corne, donc si le fer n'est pas usé, on le met de côté, on part le sabot. Donc on raccourcit le sabot, tout ce qui a poussé d'un intervalle de ferrage à l'autre, parce que le sabot en poussant, ça modifie tous les aplombs. Le cheval, il peut être panard, il peut être cagneux, il peut être droit jointé, bas jointé, et ça fait des tiraillements. Plus le sabot est long, plus ça va tirer sur les ligaments, les tendons, les articulations, les muscles. Donc il faut redonner, rafraîchir, parer le sabot comme à l'origine. Et si les fers ne sont pas trop usés, on peut remettre les mêmes quelquefois. Mais il faut un entretien. Cet après-midi, par exemple, je dois aller faire des ânes, car un vétérinaire m'a téléphoné hier que les ânes étaient un peu négligés, puis qu'ils avaient les sabots tout tordus, et que la dame risquait d'avoir des ennuis avec le vétérinaire cantonal. Si quelqu'un passait par hasard et voyait l'état un peu... Et je ne sais pas à quoi je m'attends, enfin si je sais à quoi je m'attends, parce que c'est les sabots des ânes, ils arrivent même à pousser de travers, comme si, par exemple, vous preniez un accordéon, puis vous l'ouvrez que d'un côté, au lieu de pousser régulièrement, il se tord, en fait. Et ça peut être relativement grave, pour les articulations, évidemment, et la locomotion. Oui, alors, comme je disais, à l'époque, on était moins de maréchaux à Genève, surtout moins de venant de l'extérieur de Genève, comme maintenant. Et il y avait une sorte de style, moi venant de l'école de Bruxelles, je ne ferais pas la même chose que d'autres copains qui avaient fait un apprentissage, certains en Suisse allemande, d'autres à Genève, d'autres dans le canton nouveau. On n'utilisait pas par habitude les mêmes types de fer. Il y avait une sorte de style, de signature qu'on arrivait à voir. Par exemple, même si vous alliez dans une foire en Haute-Savoie où on pouvait reconnaître par région une certaine tradition, car même dans les pays, moi qui ai voyagé un peu en Afrique ou des pays arabes, je me suis toujours intéressé dans des foires, des marchés, voir des forgerons, des maréchaux, suivant les caractéristiques du pays, les races de chevaux, le travail qu'ils font, le climat, tout va ensemble. Le cheval arabe aura des sabots de cheval arabe et il travaillera dans du terrain. C'est pour ça qu'après, avec les modes, c'est un peu comme les chiens, les gens ils veulent des chevaux. Si vous mettez un cheval arabe en Irlande ou un cheval irlandais au Maroc, c'est pas facile parce que c'est pas des sabots. C'est pas des sabots qui sont faits pour l'utilisation, l'humidité, les marécages ou bien les montagnes de l'Atlas. Avant, chaque cheval était spécifique à sa région et la maréchalerie allait avec. Après, le ferrage des bœufs, c'est sûr que chez nous en Suisse, ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus eu, mais je me souviens d'après le livre d'Auguste Zoller, les bœufs ont été recommencés ou les vaches ont été de nouveau ferrées car les chevaux étaient réquisitionnés par l'armée suisse pendant la guerre. Donc, pour un peu dépanner, en attendant la fin de la guerre, on s'est remis à ferrer un peu des bœufs pour travailler, mais bon, c'est pas toujours facile d'atteler des bovins. D'ailleurs, c'est grâce au colonel de Mural que les chevaux du Cerny n'ont pas été réquisitionnés pendant la dernière guerre, paraît-il.
et que c'est pour ça que chaque année, le Cirkny venait faire un spectacle gratuit dans la cour de la maison du château de M. de Muralt pour le remercier. Parce que c'est lui qui avait fait l'intermédiaire et qui s'était battu pour pas que les chevaux du Cirkny soient réquisitionnés pendant la guerre. Maintenant, c'est sûr que ça n'a pas été facile de travailler avec les chevaux du Cirkny parce qu'il y a beaucoup de races différentes, c'est des chevaux de spectacle. Je ne les vois pas tellement tirer des canons dans les montagnes, mais bien que des zèbres. Mais le zèbre n'est pas facile à domestiquer. Oui, comme je disais, il y avait un style par exemple, ça c'était des fers postérieurs préparés par Henri Évard. Donc c'était une ébauche de fer qui avait les extrémités carrées. J'en ai là-haut qui sont encore à l'état brut sortant de l'usine. Lui, à chaud, il tirait les petits pinçons là qui ne sont pas existants sur le fer industriel. Il les allongeait à l'enclume à chaud, il étirait les extrémités qui finissent un peu en pointe. Il perçait à chaud avec une matrice, un emporte-pièce qui enlevait la partie là à chaud. Ce trou-là peut servir pour mettre des crampons, soit pour marcher dans la boue, la neige ou les concours hippiques. Là, il perçait des petits trous en branche externe pour mettre des pointes en tungstène pour limiter l'usure du fer en branche extérieure. Donc ça, c'est une sorte une tournure de fer tout à fait typique et très bien ajustée, parce que si vous mettez les fers l'un sur l'autre, le gauche et le droit se chevauchent exactement. Et c'est un style qui ne se fait plus tellement maintenant, mais il avait un style assez reconnaissable, et souvent même les ouvriers qui ont l'habitude de travailler avec un patron d'une entreprise, ils reproduisent ce même style, des fois, pas pour faire plaisir au patron, mais c'est un peu une caractéristique un peu de l'entreprise, d'une certaine philosophie du métier. Après, il y a d'autres maréchaux à Genève dans les années 70 qui sont venus de Suisse allemande, qui avaient un style tout à fait différent aussi, ni mieux ni moins bien, juste différentes habitudes, différentes méthodes de travail. Actuellement, c'est plus tellement le cas. Parce que maintenant, moi, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait qu'une sorte de fer industriel. Maintenant, il y a beaucoup de marques différentes, beaucoup de modèles, même beaucoup trop. Il y a des modes qui commencent, qui repartent. Il y a des fers de toutes sortes. La couille, la fripouille. Qui est fait? Ah oui, il faudra vider la brouette. C'est ça. Faudra vider la brouette, je vais dire. Maintenant, on fait des choses en alliage d'aluminium que l'on peut chauffer aussi. Ça, c'est des fers italiens qui ne ressemblent pas vraiment à des fers, qui sont quelque part bien pour le roulement du sabot, parce qu'il y a ce croissant central sous le fer qui permet, pour des chevaux qui ont des problèmes d'arthrose ou autres, de faire basculer le sabot dans tous les sens pour éviter les tensions et les à-coups dans la locomotion. On a inventé plein de choses, différentes matières, du plastique, du polyuréthane. Maintenant, il y en a même en matériaux recyclables, plus faits à base de pétrole, de plastique. Il y a même des nouveaux modèles qui sont faits avec une sorte de compost, matériaux en résine, avec des produits naturels. Mais généralement, pour des raisons de coût, on revient toujours au fer en acier
Après, on peut même rajouter des plaques amortissantes en cuir, en plastique. On peut mettre des résines entre le fer et le sabot pour faire un coussin amortissant. On peut même choisir les duretés de différentes résines, si c'est pour combler, pour renforcer une surface d'appui, pour faire un coussin amortissant, comme pour des baskets de sportifs. Moi, mes chevaux, quand je fais des grands voyages l'été, par exemple, sur des terrains durs, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, par confort, je leur mets des plaques amortissantes avec une résine silicone, parce qu'on fait beaucoup de cailloux, de routes, parfois des terrains durs en été. Donc ça fait moins de répercussions, de vibrations, de chocs, de contraintes dans le sabot. Donc c'est un certain confort supplémentaire pour le cheval, qui risque aussi d'anticiper beaucoup de problèmes quand le cheval devient âgé, parce que comme nous, comme nos chiens, les chevaux ont aussi beaucoup d'arthrose et de problèmes de rhumatisme articulaires et autres. Oui, une fois, on avait été réveillé au milieu de la nuit par la police, et c'était très bizarre parce que les jeunes policiers, quand ils ont des chevaux en plein brouillard l'hiver, la nuit, ils sont très empruntés. Et les chevaux étaient au milieu du village où il y a le manège de Bardonnay. Mais à cette époque, il n'y avait plus de chevaux. Et moi, je trouvais très bizarre parce que mes chevaux étaient tous ici. Et puis, les chevaux, les policiers, ils n'avaient pas de fer, ils n'avaient pas de licol sur la tête, ils avaient l'air jeunes. Et les policiers étaient là avec la corde de remorquage de leur voiture de police en train de les tenir. Moi, je suis arrivé avec des cordes d'hélicole. Et puis, pour finir, on avait un parc encore qui était monté au chemin Pierre-Grosse, en bas du village, où il y avait encore de l'eau. Alors, à pied, avec ma femme et les policiers, je les ai accompagnés, on a mis les chevaux au pré. Mais on ne sait toujours pas qui ils étaient, donc je pensais que c'était peut-être des chevaux qui étaient rentrés de France, qui s'étaient échappés la nuit. Je leur ai amené là-bas une batterie électrique pour pas qu'ils sortent du parc, et puis en fait, ils venaient d'Harare. C'était des jeunes chevaux de chez M. Verly en bas à Harare, mais sur le moment, je ne savais pas d'où venaient ces chevaux. C'était un éleveur, M. Schertz d'Avuilly, qui les avait mis provisoirement à Harare. Et tout content, il est venu le lendemain, comme il est vigneron, il m'a amené un carton de bouteille pour me remercier. Après, nous, ça nous est arrivé que mes propres chevaux se sauvent la nuit. Une fois, ils étaient en bas les vignes, et il y avait l'ouvrier à Bartassa qui arrachait des poteaux de vigne, et il a eu la bonne idée, en fin de journée, d'écraser les clôtures de mes chevaux, les fils et les piquets avec son tracteur la nuit, en manœuvrant avec son tracteur, et il nous y a pas dit. Donc les chevaux, à 3 h du matin, ils étaient derrière la poste de Croix-de-Roson, avec la police, et puis on a dû les ramener avec le camion. On n'a pas voulu monter parce que comme c'était brumeux, la porte du camion était mouillée, donc glissante, et un des chevaux est tombé sur les genoux. Pour finir, il ne voulait pas monter, ma femme lui le ramener par la piste cyclable à cheval. Donc c'est pour ça que je leur laisse toujours un collier autour du cou. Et théoriquement, quand je suis en randonnée, je leur mets même une clochette avec une capsule, comme pour les colliers de chien, avec les coordonnées, mon email, mon numéro de portable. Maintenant, on peut aussi leur mettre des trucs GPS, on peut les localiser avec un téléphone, c'est encore mieux, mais je ne suis encore pas passé à ce stade technique. Mais ça peut être très bien quand on perd un cheval en randonnée qui part dans les montagnes. Ça nous est arrivé une fois avec ma coéquipière, par une nuit sans lune. Et heureusement qu'on entendait les clochettes au loin. Je suis arrivé tel l'Indien, à genoux avec des sucres dans la main, pour rattraper mon cheval. Et l'autre a suivi, puis on peut les ramener à notre bivouac. Ils ne pouvaient plus bouger. Mais les chevaux du Cirkny, ils n'ont pas de fer. Il faut leur parer les sabots. Quand ils tournent en Suisse, il
Il y a des maréchaux qui les suivent un peu comme ça, pour leur... mais pour faire les spectacles comme ça, il n'y a pas la nécessité. Il n'y a pas d'usure à proprement parler, il n'y a pas besoin qu'ils soient ferrés. Moi, avant, je ferais 60 chevaux au manège des Vordes. Plus de 100 chevaux sur la commune de Bardonnay. Maintenant, je ne fais plus que les miens. Par contre, moi, on m'appelle quand il y avait le concours, quand il y a le Covid, là, il y a pas eu les 2 dernières années, il y avait un grand concours à Évordes vers la fin mars chaque année. Donc, on me demande de faire la permanence les 3 jours, car j'habite plus près. Enfin, aujourd'hui que le restant de l'année aussi, j'habite plus près. Mais bon, quelque part, c'est la société Lettrier. C'est une société de cavalerie de Genève qui fait le concours dans les installations du manège des Vordes. Donc, c'est pas eux qui sont responsables. Ils me demandent à moi d'assurer la permanence. L'avantage, comme j'habite ici, j'ai la voiture qui est toujours prête, ou bien je laisse la voiture à Évordes et je laisse ma Vespa devant la maison. S'il y a un problème, en 5 minutes, j'arrive au manège, j'ouvre ma voiture, je fais mon dépannage. Si un cheval s'arrache un fer en descendant d'un camion, d'un van ou durant une épreuve, durant l'entraînement, il faut être très réactif parce que, suivant les épreuves, le cheval, il attend qu'on lui remette le fer. Des fois, c'est tout simple. Si le cheval s'est juste arraché bêtement sans se tordre, le sabot n'est pas abîmé. Il suffit de le représenter sur le sabot, nettoyer, le reclouer tel quel. Puis des fois, c'est catastrophique parce que ça a arraché tout le sabot, ça a blessé le cheval, le fer est tout tordu, il faut faire une intervention un peu pointue. Souvent, c'est des chevaux de valeur, de haut niveau. Donc, il faut avoir une certaine maîtrise et qualité et rapidité. Non, moi, je trouvais juste un peu dommage. Je suis content d'avoir 2 filles, mais je me disais, la chance que j'ai eue il y a 30 ans, en arrivant de Bruxelles, quelqu'un qui n'était pas spécialement du milieu du cheval connu, d'avoir rapidement des gens qui m'ont fait confiance à proximité, même sur ma commune, d'avoir pu tout de suite avoir une bonne clientèle. Si j'arrivais aujourd'hui avec le même diplôme de maître maréchal ferrant, comme j'ai eu en 87, je pense qu'en tant qu'artisan genevois, je n'aurais aucun client et je ne pourrais jamais commencer à exercer la profession. Honnêtement, c'est triste, mais quand je vais à la rue Prévost-Martin, à la journée des métiers du cheval, j'amène tous mes bouquins, tous mes fers spéciaux, démonstration, j'amène un de mes chevaux, je le fais dans la cour, et après je dissuade les jeunes de se lancer dans ce métier. Parce que c'est un métier très dur, vous allez faire 4 années à vous faire engueuler, à vous faire démonter la tête par des chevaux, sous la pluie, dans la bise, en pleine canicule. Et c'est pas très gratifiant si, à part éventuellement d'avoir la chance d'être dans une entreprise chez un patron et que ce patron arrive à l'âge de la retraite et vous remette l'entreprise. Mais après, la clientèle, elle n'est pas mariée avec vous. Si elle a envie de prendre un autre qui demande 10 francs moins cher, elle préfère le faire venir de Grenoble ou de Bellegarde ou de Chambéry. Nous, on n'a rien à dire. Avant, il y avait une certaine fidélité. Les gens avaient une certaine connaissance du milieu. Maintenant, ça s'est un peu perdu. Donc, même encore samedi passé, il y a un monsieur de 40 ans. Il m'a demandé si je prenais des stagiaires. Moi, je lui ai dit oui, volontiers. Je prends des jeunes en fin de scolarité, quand il doit faire des stages en entreprise. Mais lui, il avait 40 ans et il voulait se lancer dans la formation de maréchal ferrant. Et en plus, il était là, en France voisine.
Je lui ai dit, cher monsieur, si vous aimez le métier, il vaut mieux s'installer dans une région, dans la Drôme, ou où vous voulez, dans le Périgord, et puis dans un endroit sympathique, campagnard, calme et tranquille, avoir une bonne petite clientèle, quitte à faire moitié prix, parce que travailler à Genève actuellement, honnêtement, c'est pas très gratifiant. Moi, des fois, je pars exprès à 6h30 le matin, admettons pour aller faire la Colébessie, puis j'arrive même pas à sortir du village, je suis déjà dans les bouchons pendant 1 heure pour prendre l'autoroute. Donc ça vous donne juste envie de faire demi-tour, puis retourner à la maison, puis faire un café. Donc honnêtement, ces dernières années, j'ai encore fait à nouveau rafraîchir un peu mon site internet. Je suis peut-être le seul maréchal qui fait encore des jolies cartes de vœux avec mes photos de randonnée, que mes clients sont très contents. Encore hier, il y en a une qui m'a dit « Ah, mais j'ai cette photo dans mes toilettes ». Puis l'autre, « Ah, mais moi, elles sont toutes alignées dans ma cuisine ». Mais honnêtement, des fois, je me demande à quoi ça sert.